je sais pas, moi j'ai pas l'impression que tout est dit, hein, mais... Parce que moi, ma première question, c'est pourquoi vous avez choisi un Espagnol, fils d'anarchiste? En fait, je voulais... je saurais même pas précisément répondre à la question, enfin en tout cas, une partie de la question, c'est que je voulais en arriver à la guerre d'Espagne, de toute manière. Donc, sur le plan géographique, logistique, il fallait que je trouve un personnage qui soit pas loin de la frontière, puisqu'à un moment, je savais que j'allais parler de la guerre d'Espagne. Et puis, ça me permettait de raconter une histoire de jeunes immigrés, mais immigrés des années 1900, quoi, et le parcours d'un homme qui traverse toute la première moitié du XXe siècle, qui pour moi est d'une richesse incroyable, quoi. Une richesse avec des espérances et des déceptions absolument vertigineuses, quoi. Et dans un laps de temps tellement compressé qu'on peut faire un personnage qui vit tout ça, qui a vécu tout ça. Pas seulement le Front populaire, pas seulement la guerre d'Espagne, mais qui a vécu la guerre de 14, après la révolution russe, etc., quoi. Donc c'est un jeune homme qui est élevé dans le pacifisme, puisqu'il est fils d'anarchiste. Donc normalement on peut se dire, il va être à l'abri, ou en tout cas il va essayer de se mettre à l'abri de toutes les barbaries du XXe siècle. Et il se trouve que non, pour des raisons après qui sont dues à son propre parcours, hein, amoureux ou extérieur, voilà, il va faire tous les conflits, y compris ceux qu'il pourrait éviter. Il n'était pas obligé d'aller en Russie en 17, mais il y va quand même. Voilà. Ouais, parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on lit tous les albums, c'est aussi une histoire sur l'engagement et Oui. sur les convictions d'un personnage. Oui. Et sauf que le premier acte... Oui, ou sur des convictions qui sont émoussées rapidement, qui sont déçues rapidement, mais qui font qu'au fond, moi je pense qu'il y a une grande désespérance de gens qui ont cru, par exemple, au socialisme, qui ont cru qu'on allait construire quelque chose où les gens... Il y avait une phrase magnifique sur le Front populaire en France, un très beau reportage qui avait été fait, et le type disait « c'est la période où les gens ont cru qu'ils allaient s'aimer ». C'est merveilleux, parce que ça ratisse largement au-delà de nationalisation des moyens de production, tout ça. C'est une autre conception d'une société où les gens sont plus fraternels, plus conviviales, et tout ce qu'on voit sur 36, ça transpire de ça. Les gens joyeux, les premiers congés payés, les gens qui rigolent dans un pique-nique. On sentait qu'il y avait cette espérance-là, et 3 ans après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est tellement rapproché des espoirs vertigineux et des déceptions abyssales que c'est très romanesque. C'est la période la plus romanesque de l'histoire de France. Oui, ce que je trouve très romanesque dans le roman, j'allais dire, dans la série, c'est que le premier engagement très fort de Matteo, c'est quasiment pour une histoire d'amour. Oui, alors pas que ça quand même, hein, parce que c'est sûr que ça joue énormément, mais il y a aussi son statut par rapport à la première question d'immigré. C'est-à-dire lui, il est considéré quand même, il est admis. À Collioure, là, il était admis, mais c'était quand même l'espagnol, quoi. Et au moment où toute la jeunesse française se trouve à aller à la boucherie de 14, lui, pour bien montrer aussi qu'il est concerné et qu'il a été élevé en France et tout ça, qu'il est concerné par le sujet, il s'engage aussi pour ça. Son statut d'immigré le pèse, et du coup, si c'est pour être le planqué pendant que ses copains vont se faire tuer, ça colle pas, quoi, pour lui. Voilà. C'est une façon de montrer qu'il est français aussi, quoi, voilà. Une autre chose qui m'a frappé en relisant toute la série, c'est qu'il y a beaucoup de sujets très graves, la mort, la guerre, la blessure, la cécité, mais je trouve qu'il y a une vraie légèreté. Tout ça, il y a une légèreté qui sous-tend tout ça. Oui. Alors, ça, parce que Matteo, tu disais Madame Bovary, c'est moi. Alors, Matteo, bien sûr que c'est moi aussi, mais pas seulement Matteo. Matteo, j'ai mis beaucoup de choses personnelles, en particulier ce pessimisme aussi flottant, c'est-à-dire il est très noir, il a très peu d'espoir, même quand il va en Espagne, et même là dans le dernier tome, on le voit bien que bon, quand il se retrouve, j'ai l'impression que ça ressemble plus de points communs avec la guerre de 14, c'est-à-dire l'absurdité de la guerre, que de l'engagement révolutionnaire. À un moment il dit la peur était la seule valeur refuge, quoi. Et le truc qui se dégradait pas, c'était la peur, quoi. Le reste, ça peut être totalement effrayant et on se demande ce qu'on fait là, même si on est convaincu qu'on sait pourquoi. Oui, donc de mettre de la légèreté dans cette noirceur, pour moi, c'était obligé. Et dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis un petit a priori plutôt joyeux,
assez sombre, hein, très inquiet de tout. Donc c'est le mélange des deux. Donc j'avais envie de faire un personnage qui ressemblait à ça, qui fonctionnait comme ça, et puis c'était surtout la seule manière de raconter, puisque au moins là, c'est cohérent, quoi. C'est ma façon un peu de voir les choses, quoi. Oui, puis c'est ponctué avec... après, c'est aussi une façon d'être un... Quand on est un homme et qu'on lit ces histoires, Ouais. on est extrêmement touché par toutes les scènes d'érotisme. Ouais. Là aussi, on est toujours en guerre, mais il y a toujours le sexe, il y a toujours... Oui, et puis surtout, la façon dont on est démuni par rapport à ça, enfin à part ceux qui font vraiment les malins, mais le rapport à la féminité, c'est toujours un mystère. Et lui, il est pas très dégourdi, il fait le rêve des histoires, mais c'est pratiquement jamais lui qui initie les relations amoureuses. Voilà quoi, donc c'est une façon aussi d'être honnête par rapport à ça. Les rencontres, c'est toujours un petit miracle. Et voilà quoi. Il y a une phrase que j'adore qui dit les hommes choisissent les femmes qui les ont choisies. Et c'est très très juste, parce qu'on ne peut pas dire l'inverse. Hein. Et je trouve que c'est très vrai. Les hommes choisissent les femmes qui les ont choisies. Mathéo, il en fait vraiment partie. Et ce qui est aussi très fort sont les figures féminines. Elles sont pratiquement plus fortes que tous les hommes à chaque fois, quoi. Y compris dans leurs excès, comme la bolchevique. La bolchevique. Il y en a eu des vrais comme ça. Enfin, moi, je me suis calé sur un personnage qui s'appelle Kollontai. On l'appelait la Kollontai, qui était une ministre de Lénine et qui est restée même bizarrement. Elle n'a pas été broyée par le stalinisme. Staline l'a gardée très longtemps, je crois jusqu'aux années 40 en tout cas, il me semble. Et elle a réussi à sauver sa peau à l'au milieu de ça. Mais elle, par contre, elle était totalement moderne, quoi. C'était pas la vision bolchevique étriquée qui a tout gelé là, à partir de 1920 jusqu'à la chute du mur de Berlin. Mais elle avait une conception hyper moderne, et même dans les mœurs, voilà, elle avait plein d'amants, des mecs plus jeunes qu'elle, enfin voilà, c'était terriblement moderne. Voilà. Parce que autant Mathéo, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il s'engage dans un truc, ça va finir en galère, et ça va va être un truc sans fin. Les femmes, en revanche, elles avancent droit, quoi. Elles savent ce qu'elles veulent, en tout cas, dans cette histoire. Dans cette histoire, mais enfin, par exemple, dans le sentiment amoureux, ce que j'ai pu observer autour de moi, hein, pas forcément en étant concerné au premier chef, mais dans les amis, c'est quand même ça, quoi. Une femme, quand elle est amoureuse d'un mec, vraiment, elle est totalement impliquée dans l'histoire, mais le jour où il y a la grosse déception, ou la grosse trahison, c'est mort. Et les mecs, ils sont capables, eux, d'être oui, ouais, mais peut-être, mais bon, mais ça peut peut-être s'arranger, puis bon, je regrette, et du coup, voilà, mais il faut pas tout casser. Bref, ils sont vachement plus conformistes, les mecs. Non, mais c'est vrai, et les femmes sont plus radicales quand même, enfin, c'est la conception que j'en ai. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça. Donc oui, effectivement, je trouve qu'il y a plus d'épaisseur, souvent. Faire un personnage féminin qui a cette épaisseur-là, c'est vraiment crédible parce qu'il y en a quand même. Oh, mais elles sont toutes comme ça, tout à leur honneur, y compris la mère. Elles sont... mais pour le coup, je les trouve même moins romantiques. Quand vous écoutez les femmes, la plupart du temps, leur rêve, c'est le prince charmant, les mecs sont des cavaleurs, bref, bon, c'est un discours très très répandu. Et bien je trouve que c'est, en fait, elles sont moins romantiques. Elles posent ça comme le postulat, comme leur quête absolue, mais c'est pas exactement comme ça que ça marche. Voilà, j'ai l'impression. Et je le vois dans mes histoires, l'aspect romantique de mes histoires touche encore plus les hommes que les femmes. Les femmes, je suis un peu heureux de ça parce que souvent elles trouvent que je caricature pas les femmes, mais qu'il y a un respect, je fais pas le malin quoi, dans les relations. Les mecs n'ont jamais le rôle, Mathéo, même les autres n'ont jamais un rôle goguenard ou arrogant. Hein, ils sont plutôt... en tout cas, Mathéo, il est plutôt... Oui, ils sont toujours derrière, même dans le dernier, dans la guerre d'Espagne. Oui. C'est les deux femmes, finalement, qui mènent il y a ce personnage d'Amélie qui est magnifique, où c'est une relation qui est un peu ambiguë et qui est magnifique. C'est une amitié, ils se vouvoient, ils se connaissent depuis 20 ans, ils se vouvoient. Je trouve ça magnifique, ce personnage-là, enfin pour moi. Mais en plus, il correspond à une réalité. Je connais quelqu'un... la relation est de cet ordre-là. Oui, parce que c'est la seule femme. C'est la seule femme qui n'a pas encore été sa maîtresse, en tout cas. Oui, elle n'a pas été sa maîtresse, et je veux rien dire après là-dessus, mais
c'est une relation singulière qui peut paraître presque irréelle. Et moi je sais que c'est vrai ça, que ça existe, ouais. Et que ça fait des personnages magnifiques, de respect mutuel et de dimension, d'attention incroyable, alors qu'ils ne sont pas amants, voilà. Mais ça renforce, je dirais, le côté attachant de Matteo et j'allais dire une espèce de pureté qu'il y a chez lui, oui. À la fois dans les engagements et dans la naïveté. Peut-être qu'il se dit que par rapport à Amélie, il n'est pas à la hauteur aussi, tout simplement, voilà. Je trouve que ça existe ce genre de choses, ça fait trop peur, voilà. Et puis peut-être elle se dit un truc un peu semblable, donc pas les mêmes mécaniques, mais quand c'est dans le non-dit comme ça, c'est magnifique, quoi. D'avoir fait ce personnage où il se vouvoie comme ça alors qu'ils se connaissent depuis 30 ans, dans une période où Front Populaire et tout ça, quoi, Front Populaire et Guerre d'Espagne, et ben non, ça garde ce côté très 19e, quoi, très élégant. Et j'ai vu une autre question, c'est pourquoi il n'y a pas d'album sur le bagne? Ah ben j'y ai pensé, alors j'ai pensé bien sûr, faire un album sur le bagne, mais deux choses. D'abord, ça m'est très très étranger, c'est-à-dire j'aurais pu me documenter, mais autant toutes ces périodes-là, même que je n'ai pas connues évidemment, ni la guerre de 40, ni la guerre de 14, ni la Révolution russe, ni le Front Populaire, par contre j'en ai entendu parler, mais de façon directe, avec des gens qui l'ont vécu, des gens de ma famille par exemple, et donc là on est imbibé de choses très vraies, on sait que ça va être vrai quand on va parler de ça. Parler du bagne, ça aurait été artificiel un peu, ça aurait été superficiel en tout cas. Voilà. Pas artificiel mais superficiel. Et puis ce monde-là, qui était tellement effrayant, j'avais pas envie de faire un album là-dessus, quoi. Et j'ai l'impression que j'en aurais rien. Il aurait fallu que je sois concerné par l'affaire. Voilà. 36, je me sens concerné, même la guerre de 14, je me sens concerné. Mais le bagne, c'est tellement une horreur singulière que voilà. Ouais, parce que je m'étais dit que c'est un endroit d'où Matteo peut pas sortir, en fait, il est forcé de subir, il a aucun choix là-bas. Ouais. Alors ils ont été amnistiés, ce qui s'est passé, les gens qui ont été effectivement convaincus pas de trahison mais de désertion, ils se sont retrouvés au bagne, et d'ailleurs il y en a eu quelques-uns à Cayenne, mais c'était surtout en Nouvelle-Calédonie, et ils ont été, si je dis pas de bêtises, ils ont été amnistiés en 22 ou 24 le cartel des gauches. Là. Quand le cartel des gauches est arrivé, ils ont amnistié tous les gens. Donc ils sont revenus, mais lui quand il revient, il est cassé, il ne veut plus entendre parler ni de l'engagement, ni rien, quoi. Il s'intéresse au Tour de France, quoi, voilà. Ça c'est sympa aussi, je trouve. Parce que... Et puis ça vous rattrape, vous rattrape. Oui, en même temps, comme les gens qui disent, maintenant c'est terminé, les histoires de femmes, c'est terminé, je ne tomberai plus jamais amoureux, j'ai assez souffert. La première nana qui passe, il retombe dedans, forcément. Voilà. Oui, parce que lui, il retrouve ses copains, il retrouve qui, eux, sont toujours engagés, donc il est... Et eux, les désillusions, ils ne les ont pas vécues, parce que lui, il a vu ce que c'était que la révolution russe, quand même. Il a vu les bolcheviks confisquer le pouvoir pour eux tout seuls. Donc là, la guerre d'Espagne, c'est ça, avec son meilleur pote, là, il se fout sur la gueule à un moment, parce que pour le fameux Robert... il n'y avait qu'un pays qui aidait la République espagnole, c'était l'Union soviétique. Alors c'était pas aussi vrai que ça. Enfin, c'était vrai quand même. C'est quand même les seuls qui envoyaient des armes. Alors bon, mais avec un intérêt derrière. Enfin, tout ça, c'était pas que de la générosité. Mais... Alors pourquoi Matteo s'engage dans la guerre d'Espagne finalement? Parce qu'il est tellement désabusé de tout. Et bien alors, encore une fois, c'est la résultante. Un peu comme la guerre de 14. C'est-à-dire la fameuse Juliette rebelote, il pense qu'il va pouvoir reconstruire sa vie, il vient d'apprendre qu'il a un fils, et puis il sent qu'il est exclu de cette relation-là. La mère, elle veut élever son fils, mais pas avec Matteo, et puis surtout, elle ne veut pas dire à son fils que Matteo est le père, parce que le père est un mec prestigieux, vieille famille, noble, il n'a pas envie de casser... Elle n'a pas envie de casser, comment dire, cet univers, enfin, la perception qu'en a son fils, de sa lignée, voilà. Donc lui, il se dit, mais je cherche quoi, mais enfin voilà, quoi. Donc, encore une fois, ça joue autant que la prise de position politique. Et je pense que toutes les décisions qui peuvent amener des gens à une radicalité de comportement et d'engagement, elle ne vient pas que du cérébral, elle ne vient pas que de la prise de conscience d'une situation. Moi, j'ai entendu ça de gens qui se sont retrouvés à partir justement dans les brigades internationales, parce que ça n'allait pas dans leur famille, voilà, avec leurs femmes, bref, ça joue, c'est un facteur. Il y en a certains, c'était pas ça, c'était juste la prise de position politique, mais il y en avait d'autres. Il suffisait de ça pour que effectivement ça soit un facteur qui vous pousse à tourner la page, à tenter. Et puis le contraire aussi, des gens qui avaient envie d'y aller, sauf que là, la femme disait, même si elle était convaincue
que c'était une cause juste, et nous, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On te laisse partir, tu vas aller te faire tuer là-bas, à Barcelone ou ailleurs, et nous, qu'est-ce qu'on devient? Donc le mec partait pas. C'est arrivé aussi, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait dire que Matteo, c'est un aventurier? En vous écoutant, il dit tiens, parce qu'à chaque fois, il court en fait, après l'aventure, il court après... à l'insu de son plein gré, comme l'aurait dit Virac, il est aventurier, mais il n'a pas un goût marqué pour ça. Enfin, c'est pas un globe-trotter curieux de tout et comment dire, et risque tout. Non, il se retrouve dans des situations pour des petites résultantes de situations personnelles un peu minables et très ordinaires. Qui n'a pas vécu de chagrin d'amour, qui n'a pas vécu de déception amoureuse et de situations où on n'a plus rien à perdre. Hein, ouais, là, vous rebondissez sur une chose qui m'intéresse, parce qu'il y a d'autres très bons albums qui jouent sur le même ressort, qui est le tricotage assez minutieux entre les grands événements et les vies quotidiennes, très quotidiennes des gens, et qui les embarquent dans tout ça. Voilà, en fin de compte, déjà, pour moi, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est ça, c'est que la grande histoire, elle se fait avec des toutes petites histoires comme ça, qui sont les résultats de petits ruisseaux, de déceptions, voilà, et qui finissent par vous emmener à un endroit. D'ailleurs, à un moment, là, dans le tome 4, il dit « La dérive, on n'a pas trouvé mieux pour avancer ». Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'on ne choisit pas vraiment. Je me rappelle Jean-Claude Denis, qui a un ami et un auteur, remarquable dans ses histoires, et aussi, c'est le même dans la vie. À un moment, quand on parlait de ça, il m'avait dit « Mais pour moi, on choisit comme l'eau qui coule choisit son parcours. C'est pas l'eau qui choisit, c'est le terrain. Elle choisit ce qui est possible, l'eau. Elle ne peut passer que par là, parce que c'est par là que ça penche. Voilà. Et ben, je crois que nos existences ressemblent beaucoup plus à ça qu'à des... C'est pas que ça, hein, évidemment. Mais c'est-à-dire, c'est à un moment le choix que l'on fait, parce qu'on a quand même toujours un choix, c'est le choix parmi les où on élimine les choses impossibles. L'eau, elle ne peut pas passer là parce que c'est plus haut. Voilà. Donc, il nous reste les choix possibles, dans les choix qui ne sont pas possibles. C'est par défaut quand même, beaucoup. Ouais, mais je trouve que c'est très crédible dans l'album, on est porté. Et on se pose pas de questions, c'est bien écrit. Et puis il y a une logique de ça en fait, mais moi j'ai l'impression que c'est le fonctionnement de beaucoup de gens, même si après ils essaient de se convaincre, les mêmes personnes, que c'est parce qu'ils voulaient ceci, ils voulaient cela. Ben, ils voulaient ceci, ils voulaient cela, parce que c'était la solution la plus simple pour eux aussi. C'est pas seulement parce qu'ils avaient envie de la difficulté, non, c'est parce que ça reste possible pour eux. Oui, tout en tenant compte que Matteo, à chaque fois, il se met dans des situations. Oui, un peu radicales et un peu radical, parce qu'il risque sa peau à chaque fois quand même. Oui. Il risque sa peau, mais c'est toujours à des moments où sa peau, elle n'a pas une grande importance pour lui, quoi. Voilà. Quand il se barre, quand il va se dénoncer, en gros, c'est parce qu'il n'a pas le courage de se foutre en l'air. Il va se dénoncer en disant, bon, bah là, comme c'est bon, pour régler mon problème. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours lui qui décide pour lui-même, en fait. Non. Il se met dans une situation où il laisse des gens l'embarquer. Voilà, ouais. Et il se laisse porter un peu par ces situations. Alors il y a quand même un choix, quand il part en Espagne, il y a un choix, mais comme il bute aussi un mec sans le faire exprès, en gros. Il bute un mec de la cagoule là, sans le faire exprès, c'est son copain qui croyait que c'était du gros sel, c'est de la chevrotine, donc il ne peut pas rester là, c'est sûr, ancien bagnard, il ne peut pas rester là. Donc qu'est-ce qui est de mieux pour lui? Comme il était prêt à aller en Espagne, quand même, il était déjà à moitié convaincu, là c'est l'élément qui fait que de toute façon il n'y a plus de choix, voilà. Il y a une chose, je ne sais pas si c'est moi qui vois mal, on a l'impression qu'il vieillit pas, Matteo. Il vieillit un peu, c'est les filles que j'arrive pas à faire vieillir. Et j'ai accepté ce truc-là. Je me dis, merde, finalement, du moment que ça reste crédible, voilà. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui ont 45 ans, elles ont plus de charme que quand elles en avaient 20. Donc voilà, moi graphiquement, pour leur garder le charme, je ne les fais pas vieillir. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais Matteo, j'ai l'impression c'est le même. Il vieillit un peu quand même, il morfle un peu quand même physiquement, je trouve. Il est par rapport au premier. Ouais, un petit peu. Mais enfin, il reste très bien conservé. Oui, il est bien, quoi. Il est encore très bien. Il est encore consommable. Oui. Mais je crois que vous m'avez tout raconté, en fait. L'essentiel de ce que je voulais savoir, en tout cas. C'est ça, surtout l'important. Voilà. Est-ce que c'est l'essentiel? Si j'avais une autre question, ça c'est pour mes lecteurs de Bière Histoire.
cette époque est riche, pourquoi l'avoir à chaque fois embarqué dans des guerres en fait? Ben, pour la raison que j'ai évoquée, quoi. C'est-à-dire la situation faisait, quand il se retrouve le congé payé, un mois avant, il n'imagine pas une seconde qu'il va se retrouver en Espagne le mois après. Puisque là, il est encore dans son truc comment dire, d'imperméabilité au monde extérieur, sauf pour la fantaisie, c'est-à-dire le Tour de France, voilà, vivre sa petite vie pépère. Tout ce qu'il rêve à ce moment-là, c'est que Juliette accepte qu'il construise une petite vie pépère à Paris. C'est ça qui semble lui convenir le plus. Alors peut-être qu'au fond, c'est pas ça, mais c'est ce qu'il montre en tout cas. Et les événements, encore une fois, l'emmènent ailleurs, quoi, les événements, et puis l'affection qu'il a pour ses copains, qui eux restent très militants, qu'on fait encore Oui, parce que c'est pas du tout un guerrier, en fait, ça aussi. Ah non, c'est pas un guerrier. Non, mais c'est un pacifiste, c'est ça, pour moi, l'idée contradictoire et intéressante, c'était que ce jeune gamin qui est élevé dans le pacifisme par un père et une mère anarchiste, c'est quand même pas un... Voilà, mais en attendant les anarchistes espagnols qui étaient vraiment libertaires et qui n'étaient pas des bats en guerre, ils ont quand même pris les flingues pour défendre, pour se battre contre les fascistes, puisque voilà. Donc il y a un moment où même les plus, plus humanistes, et donc ayant aucun goût pour les conflits armés, ils se retrouvent à prendre des flingues pour qu'on leur impose pas le contraire de ce qu'ils ont envie de vivre, quoi. Voilà, donc, oui, en fait, vous ne m'avez pas tout dit parce qu'il y a des choses qui me reviennent au fur et à mesure. Je trouve aussi que votre vision est assez équilibrée. C'est-à-dire que les méchants sont des méchants, mais ils ne sont pas, oui. Mais bien sûr. Le curé du 4e, bon, j'allais dire, il tue des gens suivant ses convictions. Il est fou. Il est fou. Voilà, mais les Khmers rouges étaient fous aussi, pétris de bonnes intentions peut-être au départ, puisqu'ils s'étaient animés d'une philosophie qui normalement voulait le bonheur des gens. Mais dans un des bouquins, là, c'était avant Matteo, c'était dans... Parce que moi j'ai vécu, j'ai fait militant communiste quand j'avais de 16 ans à 20 ans. Et puis après je me suis éloigné de tout ça, évidemment, un peu comme Matteo, mais moi c'était moins violent, mais je trouvais que ça collait pas, quoi. Et dans Le vol du corbeau, à un moment, il y a Jeanne, qui est une militante communiste, qui dit, en tout cas, son copain François, qui est un mec avec aucune conscience politique et qui est un petit voleur, un petit gangster, il dit, finalement, moi je suis communiste aussi, puisque moi je pique aux riches pour donner aux pauvres, simplement j'ai supprimé les intermédiaires. Et Jeanne lui dit, oui, mais un communiste, ça n'a rien à voir avec ça. Ah bon, mais c'est quoi un communiste alors? Là, la partie, elle cherche ses mots, et puis elle dit, déjà, première chose, tu vois, qui différencie des communistes, c'est que les communistes, ils pensent d'abord aux autres. Et lui dit, non, les communistes, vous ne pensez pas d'abord aux autres, vous pensez à la place des autres. Et c'est tellement vrai, ça. Enfin, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, quoi. Voilà. Ils avaient la vérité, ils avaient une espèce de foi, c'était binaire, on était avec eux ou on était contre, et ça fait les drames qu'on a malheureusement pu observer, quoi. Oui, c'est vrai que Matteo traverse tout ça avec une sorte de pureté, même quasiment de naïveté, malgré tout ce qui lui arrive. De naïveté ou même je dirais d'honnêteté, quoi. Ça lui va pas, quoi. C'est pas ce qu'il espérait, et ça peut remuer les gens, et ça peut les amener à une désespérance pathologique, quoi. Non, mais pas lui, il reste... lui, il reste un peu il flotte à moitié, hein, c'est pas... il est quand même pas... Il est pas fringant tout le temps, quoi. Vous pouvez me parler de l'écriture, parce que je disais au début que l'écriture, je trouvais, était vraiment remarquable, très bien réussie. Quelle est la place à la fois des dialogues et d'écriture de tous les textes qui sont autour de l'album? Une des raisons pour lesquelles j'ai raconté mes propres histoires, c'est que j'avais envie que ça ressemble à un bouquin que j'aurais aimé lire, voilà. Et dans ce qu'on me proposait, souvent je trouvais que les dialogues ne collaient pas. J'avais travaillé longtemps avec Berroyer, qui était un très très grand dialoguiste. C'était pas un scénariste, il ne construisait pas les histoires, il commençait, Roger ferme la porte, et comme il était très talentueux, il retombait toujours sur ses pieds. Mais il ne racontait pas, il ne construisait pas des histoires. Alors moi j'avais envie quand même de construire une histoire, mais surtout pour mettre un ton après. Donc un ton dans les dialogues, et puis l'écriture des textes off, qui pour moi sont très très importantes pour donner une ambiance. Et là je l'ai utilisé, j'avais jamais utilisé ça avant, de faire des grandes pages avec juste 2-3 petits textes off qui donnent du souffle, qui donnent une pause. Et pour moi l'écriture, non seulement elle est importante, mais c'est l'écriture de la bande dessinée, c'est le pouvoir, enfin il faut réussir
avoir un pouvoir maximum d'évocation, parce qu'on a très peu de signes, contrairement au roman où on peut s'étaler, raconter les choses et les diluer. Là, on est obligé de tout resserrer, et c'est très proche de l'écriture des chansons. Pour moi, je trouve ça, écrire une bonne bande dessinée, c'est comme écrire une chanson. C'est beaucoup plus près de ça. Vous prenez une chanson de Souchon, ou de Brassens, Les Passantes, enfin, c'était d'ailleurs le texte n'était pas de lui, mais les grandes chansons comme ça, il y a 4 strophes, 5 strophes, il y a tout un monde, toute une perception là, sur Les Passantes, c'est une merveille cette chanson-là. Toute une vie qui défile, tout le monde peut se reconnaître là-dedans, ces femmes dont on ne croise que le regard et on imagine la désespérance, enfin bref, et il y a quoi? Il y a 4-5 strophes. Et l'écriture d'un bande dessinée, c'est ça, c'est d'arriver avec très peu de choses, d'avoir l'impression qu'on vous a raconté, voilà, là sur la guerre d'Espagne, à un moment j'ai fait 2 petits textos qui donnent les 2 conceptions. Il y a Mathéo qui fume sa clope en haut, il a réquisitionné la maison, du Pépé qui est en dessous, qui fume sa pipe, et c'est 2 Espagnes qui s'affrontent là, enfin qui s'affrontent. Leurs pensées sont celles de 2 Espagnes très différentes, et pourtant ils regardent le même paysage. Et ça, voilà, ça, moi, c'est un régal pour moi, ça. C'est un régal de raconter les choses comme ça. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'avec ces 2 textes-là, j'aurais eu 10 pages, j'aurais pas fait mieux. Voilà. J'aurais pas pu évoquer plus. J'aurais délayé, j'aurais précisé, mais justement, c'est le pouvoir de l'évocation. Voilà. Et l'écriture, pour ça, est essentielle. Et un plaisir à ça. Et comme moi, je ne suis pas un littéraire, j'étais très mauvais en français, j'ai pas lu énormément dans ma vie, je n'ai pas eu de complexe non plus d'écrire. C'est mon éditeur qui me disait ça. Peut-être que ça vient de là, il me disait le fait que enfin, lui, il me donne le crédit d'avoir un ton, et il me disait, ben, peut-être que ce ton-là, cette façon d'écrire qui était singulière, c'est peut-être parce que justement, tu n'as pas eu trop d'éléments de comparaison trop lourdes. Moi, j'ai vu ça en musique. Les gens qui ont fait du classique, ils ont un mal fou à improviser sur une petite mélodie, ils ont un mal fou, parce qu'ils ont de telles références que sur les morceaux qu'ils ont appris, où là tout est d'une finesse, d'une richesse, d'une musicalité totale, que quand ils font 3 notes comme ça, forcément c'est pas le même niveau. Progresser là-dedans, sans complexe, voilà. Et ben dans l'écriture, j'ai vécu la même chose. Je me suis dit, ben lance-toi, raconte les trucs comme tu les sens. Tu cherches pas à être écrivain, tu cherches à raconter des choses et simplement à se dire à la fin, je lirais ça de quelqu'un d'autre, est-ce que ça m'irait, est-ce que ça me plairait, voilà. Il y a une phrase qui dit l'aisance, c'est n'être jamais contraint de se donner à fond. C'est magnifique, quoi. C'est-à-dire quand on arrive à ça, il y a une décontraction qui fait que tout d'un coup les choses se libèrent et trouvent leur forme. Voilà. Il y a une autre phrase que j'adore, c'est, et là je l'ai vécu au plus près, dans l'influence du dessin, j'ai commencé à faire du sous-Mulatier, j'étais fasciné par Mulatier. Et puis heureusement, j'ai arrêté à 20 ans parce que je me suis rendu compte que là c'était une impasse. Et puis après, je me suis nourri de beaucoup de dessinateurs, d'influence de dessinateurs de BD, mais pas seulement, de peintres et tout ça. Et du coup, j'enviais des qualités à des gens très différents. J'enviais la qualité de solidité, de lyrisme, de solidité de dessin, un type comme Gossens qui a comment dire, ces personnages sont posés sur le sol comme personne ne sait le faire. J'enviais cette qualité-là, j'enviais le lyrisme de Pratt, j'enviais la séduction de Dulac, l'esthétisme de Karl Larsson, le peintre, etc., ou même de Vermeer. Et du coup, cette phrase, elle dit quand on est influencé par une personne, c'est du plagiat, quand on est influencé par plusieurs, c'est un style. Et c'est exactement ça. Le style, on ne peut pas le chercher. Il ne faut pas le chercher. Il faut être sincère avec les influences. Voilà. Vous aimez des gens différents, vous leur enviez des qualités, et ben faites-leur les poches à chacun et faites votre tambouille. Et à la fin, au même titre qu'il n'y a pas de gueule pareil, et ben à la fin, votre direction, elle aura une identité qui sera la vôtre et qui sera reconnaissable par tous, comme on reconnaît votre visage. Alors on a peut-être un ou deux sosies, mais ça ne va pas au-delà sur les millions de personnes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est très intéressant. Mais ça, on le comprend. Moi, j'ai compris ça quand j'avais 40 ans. Hein, mais le fonctionnement était celui-là, naturellement. Et si je pouvais... si je donnais des cours de dessin aujourd'hui dans une école, je les bassinerais avec ça sans arrêt. Je leur dis, faites confiance à ce que vous aimez chez les autres. Voilà. Et piquez-leur tout, mais pas un, à tout le monde. Voilà. Et vous allez leur piquer tout ça et vous allez le faire à votre manière, forcément, puisque c'est pas une influence, c'est l'influence de plein de choses. Et vous, le coefficient de, comment dire, de votre choix de choisir le lyrisme d'un tel, la solidité d'un autre,
le coefficient en fonction des gens n'est pas le même. Tout le monde pourrait dire Gossin c'est un dessin très solide, mais il y en a plein qui peuvent s'en foutre. Enfin, ou qui ça les intéresse à 10%, il y en a d'autres ça va les intéresser à 50% cette solidité. Pour certaines personnes, ils vont dire un bon dessin, il faut qu'il y ait 50% de la solidité de Daniel Gossin, voilà. Sinon ça ne sera pas un bon dessin. Et il faut qu'il y ait 50% de la séduction de Karl Larsson, sinon ça ne sera pas un bon dessin, voilà. Et si vous faites confiance à vos goûts, et ben voilà, le style il va se faire, comment dire, se construire naturellement. Mais je suis persuadé de ça, hein, vraiment et je trouve que c'est tellement rassurant qu'il faut le dire aux jeunes, quoi. C'est vrai, c'est super rassurant. C'est un style, ça se trouve pas, ça s'impose. Mais le seul truc, c'est la sincérité de votre goût. Faites confiance, si vous aimez ce truc-là, c'est que ça correspond chez vous à quelque chose qui a une valeur. Voilà. Et la résultante de toutes ces influences-là fera que quand vous ferez quelque chose, ça sera vous, quoi, voilà. Et les gens, ils seront sensibles. Ou pas, comme disent les jeunes. Le truc qui casse tout.